C'est un homme en colère que nous accueillons cette semaine à preuve par trois. Jacques Mézard, le président du groupe RDSE au Sénat. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Le groupe du Rassemblement démocratique et social européen qui occupe une place charnière au Sénat, qui cherche, on l'a vu ces derniers mois, sa majorité de gauche sur chaque texte important. Et vous, l'allié traditionnel du PS, eh bien, on le verra. Vous avez bien des reproches à adresser au gouvernement. Suzette Bloch de l'agence France Presse, notre partenaire chaque semaine avec Dailymotion, et puis Perrine Tarnot de Public Sénat nous rejoindront tour à tour sur ce plateau. D'abord, je disais un homme en colère à propos notamment de la moralisation de la vie politique. Est-ce que vous estimez d'abord que l'expression est fondée et a été bien trouvée par le gouvernement et le chef de l'État? Je condamne tout ce qui est excessif. Nous sommes dans une république, comme dans tous les pays, où certaines personnes ne respectent pas la loi. Ça existe chez les élus, ça existe chez les magistrats, ça existe chez les citoyens. La première chose à faire, c'est d'appliquer la loi de la République, celle qui existe, avant, dès qu'il y a un problème, d'essayer d'en faire voter une nouvelle. Et je crois qu'effectivement, jeter l'opprobre sur toute la classe politique, sur tous les élus, qui sont des centaines de milliers dans ce pays, qui font pour la plus grande majorité d'entre eux un bon travail au service du public, des citoyens, ce n'est pas raisonnable. Et je crois que le gouvernement a réagi dans l'urgence, sans sérénité, à la suite de ce qu'on appelle l'affaire Cahuzac. Vous estimez, après avoir entendu notamment les mots de François Hollande, relayés avec force par Jean-Marc Ayrault, que l'exécutif a surjoué l'indignation? Oh, je ne dis pas qu'il a surjoué, je pense qu'il a un peu paniqué, et que quand on réagit à chaud, on ne fait pas du bon travail, quelle que soit la sensibilité politique. J'ajoute que parler de moralisation, ça dépend qui emploie ce mot. Moi, j'ai été choqué par les propos du premier secrétaire du Parti socialiste sur la moralisation. Oui, Harlem Désir a rappelé à l'ordre tous les élus, et notamment de gauche, sur ce thème de la moralisation nécessaire. Pourquoi, venant de lui, ça vous choque? Ça me choque parce que je considère quand même que les deux plus grands scandales politiques ces dernières années, que ce soit l'affaire DSK ou l'affaire Cahuzac, ce sont des socialistes, et qu'avant de donner des leçons aux autres, il est bon d'épurer chez soi-même. Et qu'en plus, je ne suis pas convaincu, je sais que c'est un homme sympathique, qui a certainement des qualités, mais je ne suis pas convaincu que ce soit le mieux placé en France pour parler de moralisation. Je ne suis pas persuadé que ce soit forcément un exemple par rapport à la carrière qu'il a sienne. C'est un apparatchik. On parle toujours d'Harlem Désir. Oui. Attendez. Harlem Désir, un apparatchik. Mais comme tant d'autres. Mais si vous voulez, quand on donne des leçons de moralisation, il faut faire attention. Quand on mélange les problèmes découlant de l'affaire Cahuzac avec les problèmes de non-cumul des mandats, on se livre à un amalgame qui est tout à fait regrettable. Non, mais attendez, vous avez dit des mots durs sur Harlem Désir. Vous iriez jusqu'à reprendre l'expression repris de justice qui a été utilisée par Christian Jacob de l'UMP? Non, je n'ai pas à me lancer là-dedans. Je crois que M. Harlem Désir a fait toute sa carrière dans la vie politique, qu'il a été conseiller économique et social à l'âge de 29 ans, qu'il a fait toute sa carrière dans le milieu politique. Et je ne crois pas que ce soit bien d'appeler à la moralisation de la vie publique dans ces conditions-là. Je crois qu'il est raisonnable que chacun reprenne le bon sens, que chacun considère que ceux qui ont failli doivent être jugés par la justice de ce pays. Le Code général des impôts et le Code pénal permettent aujourd'hui, et depuis très longtemps, de poursuivre les délinquants en matière fiscale de manière pénale. Je crois qu'il suffit de faire confiance à la justice de ce pays. Bon, alors, et s'il y a... Oui. Vous nous dites le gouvernement, le chef de l'État, ils ont paniqué. Est-ce qu'ils ont dégainé trop vite et trop fort? Parce que vous dites qu'il y a déjà des lois qui existent, sauf qu'il y en a une nouvelle qui se prépare. Et d'ailleurs, elle sera présentée au Conseil des ministres la semaine prochaine. Et elle vise notamment à la transparence du patrimoine des élus également et des présidents d'exécutifs. Est-ce que vous allez vous livrer donc de mauvaise grâce à cet exercice sur votre patrimoine? Il ne s'agit pas de le faire de mauvaise grâce ou de bonne grâce. Si la loi est votée, comme tout le monde, j'appliquerai la loi. Je dirais que moi, ça ne me gêne pas de parler de mon patrimoine.
J'ai exercé une activité professionnelle pendant 38 ans. Avocat. Avocat. J'ai démissionné du barreau dès que j'ai été élu au Sénat. Et depuis un an, j'ai déposé 7 propositions de loi au nom de mon groupe pour clarifier un certain nombre de choses. Et je crois que s'il faut publier, eh bien on publiera. Mais est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui de jeter en pâture tous les responsables de cette manière-là, alors que bien évidemment, quand on a un patrimoine, si on fraude, on ne va pas le mettre dans la déclaration de patrimoine. Est-ce que vous comprenez la différence d'approche sur ce sujet entre les présidents des deux chambres du Parlement, puisque Jean-Pierre Bel approuve les mesures annoncées par le gouvernement, il dit que c'est une transparence nécessaire. En revanche, Claude Barthelone, alors lui, il est vent debout contre, il dénonce une démocratie paparazzi. Pourquoi cette différence? Écoutez, ça c'est une affaire interne dans le Parti socialiste. Moi, je dis simplement qu'il est indispensable que l'on sache quelles sont les évolutions d'un patrimoine quand quelqu'un est élu et quand il n'est plus élu. Qu'il y ait là un contrôle très strict, que les services fiscaux de la direction des finances publiques aient tous les pouvoirs nécessaires pour déterminer quel est le patrimoine, pour déterminer aussi quels sont les enrichissements. Voilà ce que demandent nos concitoyens. Ce que nos concitoyens demandent, c'est que des élus ne s'enrichissent pas grâce ou à cause de la politique et de la vie publique. Ils ne demandent pas autre chose. Alors s'il faut aller dans le voyeurisme, et vous savez, on commence par les élus, on continuera par les journalistes. Il n'y a pas de raison d'éliminer les journalistes. Certains ne réclament, pas vous, pas vous. Non, parce que... Dites-moi, Jérôme Cahuzac, puisque tout est parti de lui, annonce finalement qu'il ne reviendra pas à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes soulagé? Je ne suis pas soulagé, je considère que c'est la moindre des choses. Je crois qu'après ce qu'il a fait, après ce qu'il a dit, il est bon. D'abord pour lui-même, parce que c'était absolument invraisemblable d'imaginer qu'il pouvait revenir à l'Assemblée nationale. Il est bon, effectivement, qu'il démissionne. Il ne s'agit pas de charger sa responsabilité, elle est évidente, mais bon, la justice suivra son cours et je ne doute pas qu'elle fera son œuvre. L'ancien ministre du Budget précise qu'il est infiniment peu probable qu'il revienne un jour en politique. C'est aussi d'évidence pour vous? C'est aussi d'évidence, mais enfin on en a vu d'autres. Vous savez, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Nos concitoyens sont pour la clarté, pour la transparence, ils ont raison, mais il leur est arrivé de revoter pour des personnes qui avaient eu des condamnations. Est-ce que vous estimez que le pouvoir exécutif, l'Élysée particulièrement, a fait preuve de naïveté, voire de candeur dans la gestion du dossier Cahuzac après les premières révélations, et même peut-être avant? Je crois que c'est toujours difficile de ne pas faire confiance. Et que M. Cahuzac avait des compétences reconnues par tous, sur tous les bancs. En matière financière, il a été président de la commission des finances de l'Assemblée, et je crois que le gouvernement a fait confiance, le président de la République a fait confiance. Comment imaginer ce qui s'est passé? Alors certes, on peut mettre en place des procédures de vérification plus fermes, plus solides lorsque quelqu'un doit être nommé ministre. Je pense que c'est souhaitable et que cette expérience permettra au gouvernement, celui-ci ou les suivants, d'être plus prudent. Est-ce que vous mettez en garde, je reviens au texte de loi sur la moralisation, est-ce que vous mettez en garde le gouvernement contre la résistance qui va s'organiser sur tous les rangs des assemblées, sauf peut-être chez les écologistes? Oh, écoutez, j'ai pas l'impression que M. Noël Mamère ait eu envie de déclarer son patrimoine. Bon, donc il ne s'agit pas de mettre à part les écologistes, c'est comme partout, il y a des opinions diverses là-dessus. Je crois très simplement qu'il faut que le Parlement réfléchisse, prenne des décisions de sagesse, c'est-à-dire fasse le maximum pour que tous ceux qui faillissent soient sanctionnés, fassent le maximum pour que tous les moyens soient donnés aux services fiscaux pour faire les contrôles nécessaires et qu'on arrête de ne parler que de la déclaration de patrimoine de tel ministre, de tel député, de tel sénateur et puis demain de tel conseiller d'État, pourquoi pas de tel footballeur. Vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité d'interdire certaines professions aux politiques pour éviter les conflits d'intérêts. Alors vous avez dit journaliste, mais il y a surtout quand même patron de presse.
hein, est-ce qu'il est effectivement compatible d'être à la fois un élément du pouvoir législatif et puis de celui qu'on appelle encore le quatrième pouvoir? Est-ce qu'il a, là, il n'y a pas une contradiction? Je pense évidemment à Jean-Michel Baillet, le patron de votre mouvement. Bon, écoutez, moi je penserais d'abord à M. Dassault. Je crois qu'il faut comparer ce qui est comparable. Mais je crois surtout qu'il ne faut pas avoir de cible sur telle ou telle profession. Moi je suis de ceux qui considèrent, et j'ai déposé une proposition de loi en ce sens il y a plusieurs mois, que quand on exerce un mandat parlementaire, on ne peut pas en même temps exercer une activité professionnelle. On ne peut pas à la fois nous dire, sur le cumul des mandats, vous ne devez exercer qu'un mandat et considérer qu'il est normal à côté d'exercer une activité professionnelle. Par contre, pour arriver à ça, il faut prendre des mesures pour que celui qui n'est plus parlementaire ne se retrouve pas, lorsqu'il a été battu ou lorsqu'il arrête, dans une situation financière catastrophique. Car nous avons besoin au Parlement de femmes et d'hommes de qualité, il ne faut pas les éloigner. Alors parmi les éléments de la réforme également, on évoque la suppression de la réserve parlementaire. Vous, en tant que, je ne sais pas, en tant que président de groupe, vous disposez de quelle somme, par exemple, monsieur Mézard? Pour moi, ça ne pose aucun problème. Nous avons, dans mon groupe, 164 000 € par sénateur. Président et sénateur, même somme. Et nous l'utilisons chacun pour des communes. Moi, je choisis d'aider uniquement des communes avec des subventions entre 5 000 et 10 000 €. Mais si ça devait, d'ailleurs je l'ai dit dans la presse locale plusieurs fois, si on veut intégrer ça dans la dotation d'équipement des territoires, ça ne me pose aucun problème. Là aussi, on est un peu dans le fantasme et dans l'antiparlementarisme de base. Alors aujourd'hui, il y a des parlementaires qui subventionnent des associations diverses et variées. Je ne donnerai pas de nom ni de groupe. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je crois que là-dessus, s'il faut supprimer la réserve parlementaire, personnellement... Ça, vous approuvez? J'approuve. Je pense que c'est vraiment epsilon par rapport aux vrais problèmes de notre pays aujourd'hui. Alors, on va les aborder tout de suite, les vrais problèmes, notamment le chômage, bien sûr, la croissance en berne. Vous allez pouvoir vous exprimer sur la politique suivie en matière économique, sur la manière dont le navire gouvernemental est conduit ou tangue, et puis également sur la présidence Hollande, qui va fêter sa première année dans quelques jours. Tout cela en répondant aux questions de Suzette Bloch de l'agence France Presse. Mais d'abord, Jérôme Ravier revient sur certaines crispations qui rendent aujourd'hui votre groupe plus indispensable que jamais à l'exécutif. Plus ancien groupe parlementaire du Sénat, héritier de la gauche démocratique fondée en 1892, le groupe RDSE n'est fidèle qu'à une seule ligne, sa liberté. Quitte à se fâcher avec les différentes majorités qui se succèdent au Sénat, en particulier sur tout ce qui touche au lien avec le territoire. Cumul des mandats, décentralisation et dernièrement réforme du mode de scrutin local. Pour eux, la réponse est claire, c'est non. C'est vrai que sur les modes de scrutin, le groupe RDSE a sa position, a sa manière d'analyser les choses. Il a du mal, parfois, à tomber dans des solutions qui, disons, courraient le risque de minorer ce que peut être un parti plus limité en termes de candidats ou en termes d'élus. Défendre le scrutin majoritaire à tout prix pour défendre des baronnies locales, disent leurs détracteurs. Influents dans les territoires, ils ont aussi 3 de leurs représentants au sein du gouvernement. Une autre facette de la majorité complémentaire des Verts qui les voit comme des alliés malgré des différences évidentes de vécu politique. Ce sont souvent des notables, mais pour moi le propos n'est pas péjoratif. Et évidemment, ils ont au regard de leur histoire et aujourd'hui de ce qu'ils représentent, une vision probablement plus classique, effectivement, de la façon de faire la politique. Respectés autant qu'ils sont craints, ces faiseurs de majorité sénatoriale regroupent des radicaux de toute tendance. Un élu UMP est même intégré en leur sein, mais depuis le départ de 2 élus, dont Jean-Marie Bockel pour le groupe Union Centriste, les radicaux penchent plus à gauche, ce que regrette avec humour l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui devait lui aussi composer avec eux quand il gouvernait. Globalement, ils discutent et finalement, ils votent souvent avec la gauche quand même. Donc, ils sont un peu moins ouverts qu'ils en ont l'air. Liberté d'idées comme de vote, pas de consigne chez les radicaux. Une position qui complique les calculs de la majorité qui dépend d'eux au Sénat. Reconnus pour leur savoir-faire parlementaire, ils savent en tout cas se faire respecter de tous les autres groupes sénatoriaux.
il faut discuter avec eux, les entendre, peut-être pas toujours les écouter, mais les entendre. Voilà, être entendu, vous en avez l'assurance. Écoutez pas toujours, hein, de la part de vos partenaires socialistes. Voilà, Suzanne. Il ferait bien de nous écouter. Il va devoir vous écouter. Bon, allez, vous avez maintenant un quart d'heure pour passer le message en répondant à Suzette Bloch de l'agence France-Presse. Bonsoir, Suzette. Bonsoir. Le gouvernement a paniqué, dites-vous. Il ressemble de plus en plus à un bateau ivre. Il prend l'eau de toutes parts. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de gouvernail ? Il y a manifestement un problème, puisque nous le ressentons tous depuis plusieurs mois. Ceci étant, je voudrais quand même dire que sur l'économie, sur l'emploi, sur la compétitivité, sur le social, le gouvernement, d'abord, a hérité d'une situation très difficile, avec un endettement de la France considérable dont il a hérité, avec une balance commerciale catastrophique, et que ça s'aggrave, mais enfin, il faut dire qu'il faut du temps pour redresser les choses, et autant nous pouvons être critiques sur un certain nombre de dossiers, nous considérons... Oui, là, je vous parle un peu de la gestion. On ne parle pas du paquebot de l'économie, mais du paquebot de l'exécutif. Jean-Marc Ayrault qui est obligé de sermonner ses ministres. Aujourd'hui, c'est Manuel Valls qui contredit Christiane Taubira, votre camarade du PRG, sur l'évasion d'un truand. Est-ce qu'il est politiquement mort ? Écoutez, politiquement mort, est-ce que ça existe, la mort en politique ? Ce que l'on peut dire, je suis assez d'accord avec une analyse qu'a fait récemment le sénateur Gors, socialiste, en disant que le gouvernement était trop le résultat des courants du Parti socialiste et de la parité. Moi, j'ai rien contre la parité, et les courants du Parti socialiste, ils existent. Ceci étant, nous avons besoin... Oui, il a parlé d'un PS clanique, c'est un sénateur socialiste. Je lui ai même envoyé un mail pour lui dire que je trouvais que ses propos correspondaient à ce que je pensais. Alors dites-nous ce que vous pensez, vous, avec vos mots alors. Hein, parce que là, eh bien, avec vous avez des choses à dire, on le comprend. Je crois que ce que j'ai à dire, c'est qu'un gouvernement, et c'est toujours difficile, doit être représentatif du meilleur, de toutes les compétences que l'on peut trouver. Et c'est difficile de faire un gouvernement, surtout que le système présidentiel, l'hyper-présidence, qui n'a jamais cessé sous la Ve République, y compris maintenant, aboutit au fait qu'on fait plus des gouvernements en fonction, depuis un certain nombre d'années, des poids respectifs des partis. Il y a des ministres que vous jugez incompétents. Pas à la hauteur. Pas à la hauteur. Pas à la hauteur. Je trouve qu'il y a dans ce gouvernement des ministres de grande qualité. Je pense à M. Cazeneuve, par exemple. Je pense à Anne-Marie Escoffier, évidemment, qui est de chez nous, à Sylvia Pinel, qui est PRG. Il y a... Vous pensez à qui d'autre aussi, dans l'autre sens ? M. Sapin fait un très bon travail. Et dans l'autre sens, vous savez, comme moi, qu'un certain nombre de ministres ne correspondent pas forcément à ce que l'on attend. Mais faire un gouvernement où il n'y ait que des ministres parfaits, ça, c'est ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a un problème d'autorité, alors ? Je crois qu'il y a un problème inhérent maintenant à l'évolution de la Ve République. C'est que nous avons, je l'ai dit, une hyper-présidence, que tout vient de l'Élysée, même quand un président élu dit « je vais faire différemment du précédent ». On l'a vécu avec presque tous les présidents qui se sont succédés depuis Georges Pompidou. Et on voit bien que le système de cette hyper-présidence, nous sommes le seul pays européen qui en fait élit tous les 5 ans un monarque. Bon, disons les choses un peu brutalement, mais ça ressemble à ça. Eh bien, la vraie question est de savoir s'il ne faut pas faire évoluer ce système, qu'on l'appelle 6e République ou que l'on appelle ça une modification constitutionnelle forte. Je crois vraiment aujourd'hui que le Parlement n'a plus suffisamment de pouvoir, qu'il est souvent méprisé par les gouvernements successifs de droite ou de gauche, et que la dernière révision constitutionnelle n'a pas amélioré les choses sur bien des points. Parce que ce n'est pas parce qu'on fabrique de la loi qu'on a forcément du poids, parce que vous pouvez accumuler des lois, si elles ne sont pas appliquées, ça n'a guère de sens. Pour vous, ce n'est pas une question d'homme, mais une question de la Ve République. Oui, je crois, parce que Jean-Marc Ayrault, je respecte profondément le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui est un homme honnête
au sens premier du terme. Mais lui, est-ce qu'il est à la hauteur? Parce que vous faites la différence entre ceux qui tiennent la rampe et ceux qui n'ont pas le niveau requis. Vous le mettez dans quel coin du gouvernement? De quel côté, pardon? Écoutez, je crois que c'est un homme de qualité. Je crois que c'est un bon Premier ministre qu'il a vraisemblablement, et c'est l'opinion que nous pouvons avoir, un problème d'autorité dans son gouvernement et dans sa majorité. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, on a vu l'épisode de Notre-Dame-des-Landes. Bon, voilà, des opposants qui sont là depuis des mois. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Envoyer la force, il l'a fait. Écoutez, envoyer la force, peut-être aussi expliquer à certains de ses partenaires que c'est un vrai problème de fond. Les écologistes du gouvernement qui soutiennent les manifestants. Oui, je crois que là, il y a un choix à faire. Est-ce que vous pensez qu'il fallait les virer? Je crois que oui, c'est mon opinion personnelle. Si vous me posez la question, j'ai l'habitude d'assumer, en tout cas, les prévenir. Parce qu'on peut, dans une majorité, exprimer des opinions différentes. Je crois que nous le faisons sur un certain nombre de sujets, très clairement. Mais il y a au niveau de l'autorité du gouvernement, quand on est dans la majorité, un certain nombre de choix et de comportements à respecter. Est-ce que vous pensez qu'il fallait aussi virer les ministres rebelles qui ont fait entendre une musique différente? Sur le plan économique, alors là on retrouve Cécile Duflot d'ailleurs, que vous aimeriez voir en dehors du gouvernement, si on vous suit bien. Et donc il y a Arnaud Montebourg, ou encore Benoît Hamon qui réclame une inflexion politique. Mais qu'un ministre réclame une inflexion politique, ça ne me choque pas. Je pense qu'il doit d'abord le faire au sein du Conseil des ministres, au sein du gouvernement, et qu'ensuite... C'est ce qu'a fait la ministre du Logement d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et dans une interview par ailleurs ensuite. Tout à fait, de manière très normale. Ils se sont exprimés à l'extérieur. Je crois qu'il faut là aussi être mesuré. Tout dépend de la forme qui est utilisée. Si c'est une remise en cause du fond de l'action du gouvernement, c'est difficile de la part d'un ministre. Ça y semble, puisqu'il y a une mise au point à la fois du Premier ministre et du Président de la République. Un des membres éminents de mon groupe, le RDSE, Jean-Pierre Chevènement, a dit avec raison, il faut, quand on est ministre, si on n'est pas content, eh bien, on démissionne. Oui. Il a employé une formule célèbre. Voilà. À votre avis, mais comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui cloche? Est-ce que la gauche n'était pas préparée, était mal préparée? C'est vraisemblablement une partie de l'explication, mais il ne faut pas oublier non plus que nous sommes dans une situation que l'on dit de crise, mais qui en fait est une situation de mutation de société considérable, pas simplement en France. D'ailleurs, les problèmes que nous avons en France, il suffit de voir les pays voisins, en Europe et ailleurs dans le monde, pour se rendre compte que ces questions de grande mutation de société, aujourd'hui, sont prégnantes et ont des conséquences sur la vie de tous les peuples et sur les gouvernements. Et que gouverner aujourd'hui, en ces périodes difficiles, c'est beaucoup plus difficile que lorsque tout va bien. Mais est-ce que certains ministres craignent un remaniement, dit-on? Est-ce que vous l'appelez de vos voeux? Est-ce que vous l'espérez? Je crois qu'un remaniement, ce n'est qu'une opinion personnelle, je crois qu'un remaniement serait utile, mais là aussi, il ne faut jamais réagir à chaud. Je crois qu'après un an d'expérience gouvernementale, il est légitime de faire un bilan et puis peut-être de voir ce qui n'a pas bien fonctionné, aussi ce qui a fonctionné, parce qu'on a l'impression que tout va mal, ce qui n'est pas vrai. Il y a un certain nombre de choses, et je l'ai dit, qui vont bien. Bien sûr, mais... Qu'est-ce qui va bien? Je trouve que l'action du gouvernement, sur le plan économique... Les grandes orientations économiques, le gouvernement a pris des mesures courageuses, saines sur la compétitivité. Je pense qu'il n'est pas forcément allé assez loin, parce que le rapport gallois, qui est un excellent rapport avec 22 propositions sérieuses, mérite d'être appliqué beaucoup plus... Plus de rigueur, vous pensez? De rigueur, vous savez, que veut dire... Plus de sérieux budgétaire? La rigueur, toute gestion publique nécessite de la rigueur, la gestion. Par contre, la rigueur, ça ne veut pas dire faire des coupes sombres partout. Oui, mais pourtant le FMI aujourd'hui a publié, a dit que la France était en récession.
Oui, le Haut Conseil des finances publiques, M. Migaud, a dit que vraisemblablement aussi on allait être en récession. Face à ça, nous savons tous qu'on ne peut pas faire vivre un pays dans une situation d'endettement considérable avec une croissance soit stable, soit qui diminue, et que ça nécessite des mesures difficiles. La vraie difficulté... Mais lesquelles? Vous parlez desquelles? Vous parlez des réductions, pas des réductions de dépenses, parce que vous dites qu'il faut faire attention. Mais alors les impôts, ils vont atteindre un nouveau record. On est les champions des prélèvements obligatoires, et on va encore dépasser en 2014. Ce n'est pas au niveau de la fiscalité qu'on peut durablement continuer à appuyer. C'est bien évidemment au niveau des dépenses de l'État qu'il faut... Mais aussi, moi je gère une collectivité, je peux vous dire que je crois qu'elle est gérée avec rigueur. Vous pensez pouvoir économiser encore? Je crois qu'on peut, oui, on peut. C'est souvent difficile. Parfois, dans certains cas, ce n'est pas possible, dans certains secteurs. Mais je crois que non seulement on peut, mais on doit encore faire des efforts. La difficulté, c'est qu'il faut que les efforts ne pèsent pas sur ceux qui sont dans les situations les plus difficiles. On dit que l'une des solutions, c'est enfin de simplifier le millefeuille territorial. Il y a un tel corporatisme des élus à tous les niveaux, à toutes les strates administratives de ce pays, que rien ne bouge. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que... C'est vrai. La difficulté a été vécue sous la présidence de Nicolas Sarkozy. On a vu ce qui est arrivé au conseiller territorial, qui était quand même une espèce d'usine à gaz. Mais là, aujourd'hui, le gouvernement, il a cédé, par exemple. Sur la décentralisation. Oui. Et pourquoi? Parce que le gouvernement, il a consulté tous les étages. Les maires de France, les départements de France, les régions de France, les maires ruraux, les agglomérations, les petites villes, les moyennes villes, et évidemment, chacun, et c'est légitime. Donc rien ne change. Rien ne change. Mais ça, c'est un problème de gouvernement. Il y a un moment... D'autorité encore. Et d'autorité. Monsieur Mézard, pour revenir à la question du remaniement, est-ce que vous pensez qu'il faut ouvrir au centre? Vous verriez, par exemple, un Bayrou Premier ministre, ça vous paraît pas baroque? Vous allez peut-être un peu loin, là. Moi, nous sommes quand même... de centre-gauche. Nous avons une tradition de tolérance. Un centriste qui a voté Hollande, il s'appelle Bayrou. Oui, nous avons une tradition de tolérance et nous souhaitons qu'il y ait un consensus, non pas une union nationale, mais un consensus sur les dossiers les plus lourds. Qu'il y ait une ouverture, moi ça ne me choque pas. Bon, ça ne me choque pas parce que... Vous la souhaitez ou pas? Oui, moi ça ne me choquerait pas du tout. Enfin, vous parlez de Premier ministre, ça c'est autre chose. D'accord. On a beaucoup parlé de l'autorité. Oui. L'ouverture, d'accord, jusqu'aux centristes, jusqu'au mouvement démocrate de François Bayrou, voilà votre position. On a beaucoup parlé de l'autorité du Premier ministre sur son gouvernement, pas tellement finalement de celle de François Hollande. Quand vous voyez les unes des magazines où on parle de est-ce que Pépère est à la hauteur, on parle de l'homme faible. Le Hollande bashing. Oui, vous savez, chaque président de la République vit dans les magazines des moments difficiles. Nous l'avons vécu avec le précédent président de la République, je crois que c'est excessif. Et que ce qui est excessif, je ne veux pas dire que c'est insignifiant, parce qu'il y a un réel... Vous ne pensez pas que c'est un degré supplémentaire, là, que c'est vraiment... Vous avez critiqué le manque de compétences de certains ministres. Or, le chef de l'État, contrairement à son prédécesseur, est aussi attaqué sur sa compétence. Écoutez, moi je crois que le président de la République est compétent. Je crois qu'il est nécessaire maintenant, effectivement, au niveau du fonctionnement du gouvernement, après le choc de compétitivité, nous avons le choc de moralisation. Je crois qu'il faudra effectivement le choc de compétences. Le choc de compétences. Voilà, la formule restera peut-être. Merci Suzette. Perrine Tarnaud, arrive donc d'abord un de vos combats majeurs, Monsieur Mézard, c'est la laïcité, dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec la fronde anti-mariage gay des milieux catholiques, qui pourrait freiner, dit-on, d'autres réformes, par exemple sur la fin de vie ou sur la recherche sur l'embryon, qui sont aussi de vos combats. Vous l'avez montré, votre engagement pour la laïcité en faisant adopter une loi au début de l'année, c'était en janvier, bien avant que François Hollande ne s'en empare à nouveau et annonce une autre loi, lui, après les derniers rebondissements de l'affaire de la crèche Babylou. Alexandra Collineau. Le 19 mars dernier, la Cour de cassation annule le licenciement d'une employée voilée de la crèche Babylou. La décision choque la classe politique. La laïcité largement débattue en 2004 préoccupe à nouveau le pouvoir. En sortant quelques secondes de mes fonctions, je veux vous dire combien je regrette
la décision de la Cour de cassation aujourd'hui sur la crèche Babylou et sur cette mise en cause de la laïcité. La loi doit intervenir. Le défenseur des droits, Dominique Baudis, a d'ailleurs saisi le Premier ministre sur cette nécessité. Depuis, le groupe UMP a déposé une proposition de loi sur la neutralité religieuse au sein des entreprises. Pourtant, une loi existe déjà, mais est restée dans les tiroirs, déposée par le groupe RDSE et votée dans la douleur par le Sénat en janvier 2012. Elle est finalement restée lettre morte à l'Assemblée. Cette loi inscrivait déjà la neutralité religieuse dans le règlement des crèches bénéficiant d'une aide publique. Il y a toujours des gens qui disent oui, ce sont des bonnes idées, puis à un moment donné, ah oui, non, mais là, c'est pas le moment. Donc, nous, radicaux, on n'a pas retiré cette proposition de loi de la niche, alors qu'on nous avait demandé de le faire. Elle a été un peu rangée parce qu'on s'est dit peut-être qu'on va laisser un peu passer de temps, peut-être que c'est pas le moment. Une histoire de timing donc. La laïcité n'en reste pas moins un marqueur fort de l'identité du groupe. Du côté des religieux, le discours est bien sûr tout autre. Aujourd'hui, Monseigneur 23 s'est inquiété de la fracture de la cohésion sociale que provoquerait une nouvelle législation sur la laïcité. Voilà, effectivement, un discours très virulent de Monseigneur 23 sur un certain nombre de sujets de société qui vous sont chers. Jacques Mézard, on en parle avec Perrine Tarnaud qui nous a rejoint. Perrine, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir Jacques Mézard. Bonsoir. Votre réaction pour commencer à la charge assez violente venue aujourd'hui contre la laïcité, une charge de Monseigneur 23, le cardinal s'oppose à une nouvelle législation au motif que cela va renforcer la stigmatisation contre certaines religions. Il pense notamment aux juifs et aux musulmans. Quelle est votre réaction ? Écoutez, la laïcité pour nous est quelque chose de fondamental. Ça fait partie des valeurs essentielles du radicalisme. Pour nous, la religion relève de la sphère privée. Et nous respectons profondément toutes les religions, mais nous considérons qu'elles doivent toutes rester dans le domaine du privé et qu'elles n'ont pas à avoir un impact sur les choix du gouvernement, sur les choix de la sphère publique. Donc vous ne pensez pas que certaines de ces propositions de loi ou le texte futur du gouvernement peuvent stigmatiser certaines de ces religions ? Il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit au contraire de respecter la liberté de chacun. La loi de 1905 a été un progrès considérable. Nous sommes de ceux qui considérons qu'il ne faut pas toucher à la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Ce qui ne veut pas dire que nous menions une action contre la religion et contre les religions. Et je regrette que Monseigneur 23 se soit laissé aller à des propos qui paraissent un peu excessifs. Ce n'est pas la bonne manière. Nous respectons l'expression des religieux, des mouvements religieux, même s'ils ne partagent pas sur un certain nombre de points les propositions que nous faisons. Et notamment, ils ne partagent absolument pas le point de vue du gouvernement et le vôtre concernant le projet de loi sur le mariage pour tous. Monseigneur 23 dit que ce texte prépare à une société de violence. Là aussi, comment vous percevez cette leçon de l'Église ? Je regrette que une éminence comme le cardinal 23 ait utilisé ces propos. Vous savez, le mariage pour tous, le pays du nouveau pape, l'Argentine, a déjà franchi le pas. Un certain nombre de pays l'ont fait. Ce sont des débats de société où toutes les opinions doivent pouvoir... Le nouveau pape était tout à fait contre la loi dans son pays, en Argentine. Il ne reste pas moins que son pays, qui est quand même, qui a une grande tradition catholique, comme l'Espagne aussi, l'a voté. Bon, ce sont des réformes sociétales qui aujourd'hui mobilisent beaucoup dans un sens ou dans un autre, mais je constate que sur le terrain, une large majorité de nos concitoyens ne considèrent pas cela comme quelque chose d'essentiel. Mais est-ce que pour autant le gouvernement devait accélérer le calendrier sur ce texte ? Au risque d'une certaine radicalisation des propos tenus. On a entendu Brigitte Bardot promettre du sang, Christine Boutin la guerre civile cette semaine. Est-ce que le camp des Antilles est aux mains de groupuscules aujourd'hui, comme le dit le ministre de l'Intérieur ? On voit bien que le camp des Antilles a une certaine tendance à l'extrémisme, à une récupération de mouvements très marqués, ce qui n'est pas bon. D'un autre côté, le gouvernement, en focalisant à l'origine, au début, les médias sur ce dossier, n'a pas forcément fait le meilleur choix. Il a un peu provoqué les esprits en accélérant le calendrier, c'est votre point de vue, ça aussi ? Initialement.
Maintenant, je crois qu'au stade où on en est, plus tôt ce sera fini, mieux ce sera. Et quand le cardinal André 23 dit également que tous les moyens ont été mis pour éviter le débat public sur le mariage gay, y compris, ajoute-t-il, dans le processus parlementaire. Il dit vrai Non, alors là, vraiment, s'il y a un sujet sur lequel il y a eu débat pendant les élections à la présidence de la République, ensuite dans les assemblées, c'est bien celui-ci. Je trouve même que le débat a été particulièrement long, hein, ce qui, après tout, est une bonne chose, mais dire qu'il n'y a pas eu de débat, ce n'est pas raisonnable. Je crois qu'il n'est pas bon dans notre société que les religions, quelles qu'elles soient, veuillent peser à l'excès sur des choix qui sont fondamentaux pour la société. Je pense à la recherche sur l'embryon, par exemple. Alors on en parle justement. Oui, la recherche sur l'embryon. Effectivement, il y a un texte qui est porté par les radicaux qui a subi l'obstruction de l'UMP, de la droite, à l'Assemblée nationale. Du coup, le texte n'est plus réinscrit à l'ordre du jour. Le gouvernement, pour l'instant, renacle à l'inscrire également. Comment vous vivez ce fait? Écoutez, je constate que là, il y a une instrumentalisation politique qui découle du conflit sur le mariage pour tous. Parce qu'au Sénat, nous avons fait voter ce texte sur la recherche sur les cellules embryonnaires à une très large majorité, de mémoire 203 contre 80, avec des sénateurs de l'UMP, du centre et de la gauche. Donc il n'y avait pas... aujourd'hui que le gouvernement recule pour ne pas fâcher encore plus les catholiques? Je suis convaincu que le gouvernement ne va pas reculer et que si le gouvernement reculait, nous reprendrions ce texte dans un de nos espaces réservés. Car il s'agit de quoi? Il s'agit de permettre à notre pays de ne pas perdre de temps sur la recherche fondamentale, de ne pas être dépassé par ce qui se passe dans nombre d'autres pays. Et je crois que le blocage qui a eu lieu est tout à fait détestable. Est-ce que vous êtes si sûr que ça, que le gouvernement ne va pas retarder certains textes, hein? Il se murmure, sur la fin de vie, par exemple, que sur la fin de vie, par exemple, là également, on pourrait renvoyer les choses à plus tard pour ne pas heurter les cathos, selon le mot d'un ministre. Ça, c'est tout à fait possible. Je crois en effet qu'il ne faut pas trop charger la barque des dossiers, des lois sociétales. La priorité de nos concitoyens aujourd'hui, c'est l'économie, c'est l'emploi. Juste pour finir sur le mariage, sur les catholiques, etc., l'Institut Civitas a organisé toute la semaine dernière des prières dans la rue face au Sénat pendant l'examen du projet de loi. Ici, est-ce qu'il aurait fallu interdire ces prières dans la rue? Est-ce que ça vous a choqué? Ça m'a choqué sur le plan... Civitas, ce sont des extrémistes catholiques, on peut le dire. Nous connaissons. Sur le plan, je dirais, personnel, mais je crois qu'il eût été tout à fait regrettable d'interdire cela. Il faut laisser... Nous n'y penserons plus dans quelques semaines et dans quelques mois. Ce ne sont pas les seuls à faire des prières dans la rue. Je dirais d'ailleurs que ce n'est pas forcément une bonne chose, ni pour eux, ni pour les autres. Alors, Jacques Mézard, dans tout ce calendrier parlementaire et en vue du prochain congrès qui est annoncé à la fin du mois de juillet avec 4 projets de loi de révision constitutionnelle, le fait que le gouvernement ait plus ou moins abandonné votre proposition de loi sur la laïcité, mais également sur la recherche sur les embryons, est-ce que du coup les radicaux de gauche pourraient être un petit peu vexés et ne pas voter les révisions constitutionnelles en congrès en juillet prochain? Nous ne prenons pas des décisions sur des textes législatifs, encore plus constitutionnels, au motif que nous serions vexés. Je crois simplement qu'aujourd'hui, un congrès, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour voter des textes à caractère constitutionnel, n'est pas forcément justifié, parce que dans ces 4 textes, il y a quoi? Il y a le statut, du chef de l'État par rapport à des dossiers d'ordre civil et pas pénal. Il y a la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez, aujourd'hui, on peut... La fin du siège à vie des présidents de la République au Conseil constitutionnel, ça vous n'êtes pas contre? Nous ne sommes pas contre. Oui. Ceci étant, est-ce qu'il y a une urgence particulière à ces 4 textes? Je ne pense pas. Je pense que le Parlement a d'autres chats à fouetter que ces 4 textes à l'heure actuelle. Mais toujours est-il, si le Congrès est convoqué fin juillet à Versailles, vous irez? Est-ce que vous voterez ces 4 textes? Bien sûr que nous irons. Est-ce que vous voterez ces 4 textes? Écoutez, ça, c'est une décision qui sera prise par nos parlementaires après examen de ces 4 textes. Nous expliquerons avant
au gouvernement et au président de la République, je l'avais d'ailleurs fait auprès du Premier ministre, que vraiment ça n'urge pas de réunir le Congrès, que nos concitoyens attendent autre chose. Vous traînez des pieds, mais le gouvernement a besoin de vos 18 voix pour avoir sa majorité des 3/5 en Congrès. Je ne suis pas sûr que simplement nos 18 voix fassent la différence. Enfin, quand même. Vous n'êtes pas vexé, mais vous vous faites désirer quand même à vous écouter. Écoutez, si le gouvernement désire, voilà, écoutez... Du donnant-donnant quand même aussi peut-être, sur certains textes. Non, vous savez, moi je n'ai pas l'habitude de marchander. Est-ce que vous n'avez jamais été aussi fort au Sénat? On parlait d'un groupe charnière tout à l'heure, avec cette majorité introuvable, puisque Alain Vidalis, le ministre chargé des relations avec le Parlement, dit lui-même que le Sénat n'est pas de gauche, contrairement à ce qu'on nous dit. Vous savez, je préside un groupe libre qui va de Robert Hue à libre, mais je veux dire, jamais aussi puissant qu'il n'a été. Nous avons été beaucoup plus puissants sous la Troisième République et la Quatrième République, où nous avions la majorité. Nous étions plus nombreux. Mais là, c'est pas le nombre, c'est effectivement la position un peu charnière. C'est la qualité, c'est ce que vous vouliez dire. C'est la qualité, bien sûr, et la position charnière. Effectivement, avec Jean-Michel Baillet, Jean-Pierre Chevènement, Robert Hue et mes collègues, Christian Bourquin, et je pourrais tous les citer, nous avons des parlementaires de qualité. Vous savez, jusqu'à la fin de l'année, nous avons voté majoritairement, pas tous, puisque nous avons un UMP dans ce groupe, nous avons voté majoritairement tous les projets de loi du gouvernement. Simplement, nous avons exprimé des opinions fortes en disant « Attention, là, nous croyons que vous ne prenez pas la bonne direction et nous vous l'exprimons ». Sur la réforme... Vous votez tous les textes, est-ce que ça va continuer? Pas forcément, puisque nous n'avons pas voté le texte sur la réforme des départements, des communes et des intercommunalités. Nous avons voté certains points, mais pas tout, parce que nous considérons qu'il est nécessaire que nous exprimions au gouvernement sur certains points des différences. Voilà, notamment sur les scrutins locaux. Effectivement, le texte a été rejeté une nouvelle fois hier soir par le Sénat. Ça veut dire que le Sénat ne va pas peser sur le texte final. C'est l'Assemblée qui va avoir le dernier mot. On dit que c'est la première fois depuis des dizaines d'années. Voilà. Et le Sénat est totalement dépossédé, finalement. Exactement. On avait dit que le Conseil territorial avait fait perdre à Nicolas Sarkozy les sénatoriales de 2011. Est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui, que le fameux binôme pour les élections départementales hommes-femmes, à stricte parité, va faire perdre les sénatoriales à la gauche en 2014? Écoutez, non, le binôme ne suffit pas à faire perdre. Par contre, je ne pense pas que ce soit un atout pour ceux qui l'auront voté. Très bien, merci à tous les deux. Merci beaucoup, Monsieur Mézard. Merci, Perrine. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve la semaine prochaine. À très vite. Bonsoir. Une semaine politique et parlementaire passée au crible de l'image et du questionnement. La compétitivité, maintenant, c'est un problème. Le coût du travail qui n'était pas un problème, qui n'existait pas, est maintenant un problème. La crise écologique est de plus en plus vive. Eh bien, on a besoin de changer les choses et rapidement. Parlement hebdo, pour ne rien manquer, pour tout comprendre. C'est vendredi à 17h45. La réalité dans le monde, c'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique, ta gueule, de la crise écologique et de la crise financière. Il s'énerve, il énerve aussi parfois tant il est hors norme dans le paysage politique avec ses colères, sa gouaille et ses coups de gueule, y compris contre son camp. Alors, à quel jeu joue Cohn-Bendit? Que penser de ces différentes facettes et quel bilan tire-t-il à l'heure où il annonce sa retraite d'Europe Écologie? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, un ovni de la politique. Déshabillons-les. Samedi à 23h45 sur Public Sénat. Quand on pose la question aux Français par rapport à leurs origines idéologiques et politiques, les 2/3 des Français se disent de droite ou de gauche comme leurs parents. Et quand les parents ne sont ni de droite ni de gauche, ils disent également qu'ils sont ni de droite ni de gauche. Ni de gauche. C'est vrai que dans... 60% ça.
c'est vrai que la transmission du politique dans la famille, comme d'ailleurs la transmission aussi des choix religieux, la politique et la religion constituent une sorte toujours de noyau dur dans la transmission familiale. Et du coup, c'est vrai que ces choix ont tendance à se transmettre. Alors ce n'est pas pour autant que ce sont des choix à l'identique, c'est-à-dire que on a les mêmes camps idéologiques, on partage les mêmes valeurs, les mêmes choix. Ça ne se traduit pas forcément dans les mêmes votes. On peut être de gauche comme ses parents, mais voter différemment à l'intérieur du camp de la gauche. Même chose pour la droite. Moi, j'étais d'une époque où on ne mêlait pas les enfants aux conversations politiques. Mais voilà, il y avait un milieu. Mon père, vous voyez, milieu ouvrier, alors assez atypique parce qu'il était à la fois socialiste et cégétiste, qui n'était pas dans les années 60 au temps de Guy Mollet, exactement la vulgate de l'époque dans ces milieux-là. Mais c'est vrai qu'il y a une atmosphère. Et votre mère était aussi à gauche ? Oui, elle était moins politisée, ma mère. C'est mon père qui était politisé. Ma mère était, comme souvent dans ces époques-là, catholique pratiquante, moins intéressée par la vie politique. Elle votait comme votre père ? Mais elle votait comme mon père, oui, sans doute. Ça, sans aucun doute, à l'époque, il y avait, je veux dire, le chef de famille déterminait quand même un peu le vote. Michel Vinocq, faisons de l'histoire. Parlez-nous des événements historiques qui ont provoquer vraiment des vraies disputes dans les familles. Oui, parce qu'effectivement, la politique devient conflictuelle à certains moments, pas tout le temps. Et il y a des événements, bon, nous connaissons tous la célèbre caricature de Carandache, n'est-ce pas, au moment de l'affaire Dreyfus, on voit une famille assemblée devant une table, et on dit, ils n'en parleront pas, et la caricature d'à côté, la table est dévastée, les gens se sont bagarrés, il y en a un qui a une soupière sur la tête. La légende, ils en ont parlé. Bon, alors ça, nous connaissons cette caricature. C'est l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que c'est un moment de tension extrême où, effectivement, dans les familles, il pouvait y avoir de la bagarre. Vous avez évidemment la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, il y a eu assurément des conflits dans les familles. Et puis 68, vous vous rendez compte, en 68, bon, je sais bien qu'il y a beaucoup de parents qui ont été très bienveillants avec les enfants qui allaient sur les barricades. Nous l'avons vu au quartier latin notamment. Mais enfin, quand même, il y en a beaucoup qui étaient ulcérés par le fait que leurs enfants leur échappaient complètement. Dans les familles, les conflits, ils sont moins violents qu'ils ne l'étaient il y a encore, 10-20 ans ? Si, il y a des conflits dans les familles. Les conflits politiques. Les conflits politiques. Alors, c'est-à-dire que ce qui se passait auparavant, c'est que certains jeunes, chez les adolescents donc, la manière de s'opposer, une des manières de s'opposer était de choisir une opinion politique différente de celle de ses parents. Alors ça, on le voit beaucoup moins. Moi, je crois que ce à quoi les enfants sont extrêmement sensibles en famille, quand ils entendent leurs parents parler politique, alors maintenant, c'est plus le journal, c'est la télévision. C'est-à-dire on regarde le journal télévisé et dans les bons cas on le commente. Je dis bien dans les bons cas. On la regarde en famille, la télévision. Encore un peu. Oui. Voilà. Et ce à quoi les enfants sont très sensibles, c'est à la question de la justice et de l'injustice. C'est-à-dire que les parents qui expriment une certaine façon d'être et des opinions et qui dans la vie ne sont pas comme ils disent, ça choque énormément les enfants et ça les pousse à ne pas adopter les opinions politiques de leurs parents. C'est-à-dire, ils voient l'hypocrisie. On est toujours ancré, on a toujours un ancrage, mais après, à l'intérieur de cet ancrage qui fixe un peu le cadre, on peut évoluer. Il y a des glissements. On ne pense pas exactement la même chose que ses parents, ses grands-parents. Les choses se sont déplacées. On est moins dans le cadre que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la croyance à des grandes idéologies. Et on va dire que les votes peuvent être très différents. Vous avez aujourd'hui des gens qui votent au niveau national de telle ou telle manière. C'est plus vrai au niveau local. Et sur les scrutins, alors pour les mairies, c'est particulièrement vrai.
Mais même pour les scrutins intermédiaires, c'est un peu en fonction du projet, du candidat, et les choses se déplacent de manière beaucoup plus importante. Ce qui se passe surtout aujourd'hui, c'est l'abstention. C'est-à-dire c'est le fait que le comportement électoral, le rapport au vote des citoyens a profondément changé. Et que donc il est difficile de parler de transmission du vote, de reproduction du vote, dès l'instant où s'abstenir maintenant est un comportement qui est un comportement majoritaire. Seule l'élection présidentielle échappe à la diffusion de l'abstention, puisque vous avez vu que quelques semaines plus tard, c'est 40% des Français qui, battant tous les records